pas utiliser les deux micros, alors je vais utiliser celui-là pour que le cours puisse être enregistré. D'accord? Donc vous allez faire un peu de silence et vous allez être sûr que vous allez m'entendre. Vous m'avez entendu, c'est bon? Vous m'avez entendu? Voilà. D'accord? Donc je disais qu'on allait commencer donc aujourd'hui on allait commencer. Je disais qu'aujourd'hui on va voir des notions concernant donc l'efficacité des médicaments et leur puissance. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire efficacité et puissance? Ça veut dire qu'on va choisir le bon médicament et on va choisir la bonne posologie. Donc le praticien devant un malade, il a la tâche de choisir le bon médicament et il a la tâche de choisir la bonne posologie. Parce que choisir un médicament, ce n'est pas suffisant, il faut aussi choisir la bonne posologie. Alors la bonne posologie, elle dépend de plusieurs facteurs. Les principaux facteurs, c'est la pharmacocinétique donc, du médicament, c'est-à-dire son devenir, et surtout, c'est-à-dire sa clairance et sa biodisponibilité. Et il y a aussi la pharmacodynamie, hein, c'est-à-dire la concentration efficace du médicament, c'est-à-dire l'effet pharmacologique du médicament. Donc tout ça donc n'est pas suffisant. Tout ça n'est pas suffisant. Il y a aussi le nombre de prises, c'est-à-dire la répartition de la posologie. Est-ce qu'elle est répartie en une seule fois? Est-ce qu'elle est répartie en 2 fois? Est-ce qu'elle est répartie en 3 fois? Et vous avez certainement donc vu, quand vous êtes passé dans les services, par exemple, lorsqu'on donne des antibiotiques, on les donne toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, toutes les 6 heures. Donc ça, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, c'est pour obtenir donc une concentration efficace du médicament contre l'infection. Et le choix donc de 3 heures, de 4 heures et de 6 heures, ce n'est pas un choix aléatoire. C'est-à-dire que c'est un choix qui est basé sur des notions de pharmacocinétique, particulièrement donc sur la demi-vie du médicament. Hein, sur la demi-vie du médicament, c'est-à-dire si un médicament il a une demi-vie par exemple de 3 heures, ça veut dire que sa concentration donc maximale c'est au bout de la moitié du temps, hein, c'est au bout d'1 heure et demie, et après 1 heure et demie, ça veut dire que le médicament il va être éliminé. C'est pourquoi donc il faut répéter toutes les 3 heures. D'accord? Donc c'est ça les principaux points sur lesquels on doit donc insister en donnant donc ce cours. Alors ce cours, il est essentiellement donc un cours beaucoup plus de pharmacologie que de pharmacologie donc de clinique, hein, de pharmacologie clinique, mais pour comprendre la pharmacologie clinique, il faut avoir des notions donc de pharmacologie générale. C'est quoi donc cette notion d'efficacité et de puissance? C'est finalement donc c'est l'effet pharmacodynamique du médicament, c'est-à-dire l'effet du médicament sur l'organisme. Un effet pharmacodynamique, c'est quoi? Un effet pharmacodynamique, c'est une modification. C'est une modification qui est mesurable et qui est reproductible. C'est une modification qui peut être fonctionnelle comme elle peut être organique. Hein? Et c'est une modification qui se fait dans un système biologique. Ce système biologique, il est à l'intérieur de la cellule ou bien sur la membrane cellulaire. Et ce système biologique, donc, on l'appelle effecteur. Par la suite, donc, on va comprendre ce que ça veut dire, donc, le système effecteur. Donc, ces modifications se feront à l'intérieur de la cellule sur ce qu'on appelle donc les effecteurs. Alors, ce médicament, c'est quoi? Ce médicament, donc, c'est quelque chose de naturel, hein, on peut, comme une hormone, par exemple, comme l'insuline, par exemple, hein, ou bien, donc, c'est un produit donc, qui peut être synthétique, qui peut être semi-synthétique, mais dans toutes les situations, donc c'est une copie conforme d'un neurotransmetteur ou bien d'une hormone. C'est-à-dire il doit ressembler à ce que nous avons, nous, à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur de l'organisme. Alors un médicament, il peut avoir un ou plusieurs effets pharmacodynamiques. Si on prend, et on prend toujours ça, c'est un exemple que vous allez le trouver donc partout. Si on prend par exemple, comme exemple l'aspirine, elle a un effet anti-inflammatoire et elle a également un effet anti-agrégant. Donc ce sont deux effets pharmacodynamiques différents, mais ce sont deux effets pharmacodynamiques différents qui sont observés à des posologies différentes. Hein? Donc à des posologies différentes. Donc c'est là qu'intervient la notion de la posologie. Et puis il y a donc ce qu'on appelle
l'effet principal, bien sûr, c'est ce qu'on vient d'en parler, donc c'est l'effet thérapeutique ou bien l'effet pharmacodynamique, mais seulement des médicaments, ils ont également d'autres effets donc collatéraux qu'on appelle les effets secondaires ou bien qu'on parle de la toxicité. Hein. Quand on fait des études sur un médicament, donc on va étudier la concentration efficace, et on va la voir tout à l'heure, et puis on va étudier également la concentration létale, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle il y a mort d'animaux. Bien sûr, on ne va pas le faire sur l'humain, c'est sur les animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on doit... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une famille pharmacologique? Une famille pharmacologique, c'est un ensemble donc, de médicaments qui est capable de provoquer un même effet pharmacodynamique. Hein? On prend par exemple les antibiotiques, c'est une famille pharmacologique. On prend les antihypertenseurs, c'est une famille donc pharmacologique. Donc, il y a les diurétiques, il y a les inhibiteurs calciques, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il y a les bêta-bloquants. L'effet pharmacodynamique, c'est baisser la tension artérielle. Donc, il y a plusieurs familles qui donnent le même effet pharmacologique. Donc ça, c'est des définitions. Hein. Alors, comment agissent ces médicaments? Quel est le type d'action de ces médicaments? Alors, il y a plusieurs types d'actions. Les médicaments peuvent agir par substitution. Donc, c'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a un manque. Hein, on doit le remplacer. Lorsqu'il n'y a pas d'insuline, hein, on doit donner de l'insuline. Lorsqu'il n'y a pas donc une hormone, on doit donner une hormone. Lorsqu'il y a un déficit d'apport, par exemple, comme la vitamine D, donc on donne de la vitamine D, etc. Donc la substitution. Il y a aussi l'aspect physico-chimique. C'est quoi? Donc en administrant un médicament, on va provoquer donc des modifications. Des modifications soit de la pression, soit des modifications du volume, soit des modifications, donc, du pH, etc., etc. Donc, par exemple, si on prend le cas des laxatifs, hein, les laxatifs osmotiques, donc ce sont des médicaments qui vont être à l'origine d'une modification du volume. Ils seront à l'origine donc d'une augmentation du volume d'eau qui sera à l'origine donc d'un effet laxatif pour éliminer donc les sels, pour fluidifier, ou bien pas pour fluidifier, mais je ne trouve pas le mot, hein, pour les sels, pour provoquer donc, c'est ce qu'on appelle par exemple quand on fait, l'exemple le plus habituel, vous avez fait de la gastro. Et quand vous avez fait de la gastro, on vous a parlé donc du coma hépatique, de l'encéphalopathie hépatique. Et on vous a toujours dit qu'on donne du lactulose, hein, pour provoquer une diarrhée. Donc ça, c'est justement donc un effet osmotique. Hein, un effet osmotique, on modifie donc le volume pour provoquer la diarrhée, pour éliminer bien sûr les bactéries, etc. Et puis il y a aussi parfois des modifications du pH, quand on utilise donc des antiacides, etc. Parfois donc c'est l'interaction, ça c'est surtout donc les anti-infectieux, donc toute la chimiothérapie anti-infectieuse agit par interférence en inhibant la synthèse des constituants, donc de la bactérie ou bien du virus, etc. Comme par exemple si on prend les bêta-lactamines, hein, si on prend la pénicilline, si on prend l'ampicilline, donc elle inhibe la synthèse de la paroi bactérienne. Et donc c'est un moyen, le mode d'action de cet antibiotique, c'est inhiber la synthèse de la paroi bactérienne, et donc c'est, si vous voulez, donc c'est tuer cette bactérie. Il y a aussi le cas des anticancéreux surtout, donc qui interagissent avec l'ADN, hein, en bloquant donc son ouverture. C'est comme les sels de platine, etc. Il y a aussi l'interaction avec les transports ioniques, c'est le cas des diurétiques, c'est le cas des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est le cas des inhibiteurs calciques. Donc, ça c'est également, donc, on va le voir tout de suite quand on va faire la transmission de l'information. La transmission de l'information, vous allez comprendre donc comment on bloque le système de transport ionique transmembranaire. Il y a aussi l'interaction enzymatique. Donc, vous avez entendu parler donc, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, par exemple, hein, et vous avez entendu également parler, par exemple, des inducteurs enzymatiques. Hein. Donc, on bloque
L'enzyme, donc l'enzyme, elle a deux sites donc de liaison. Il y a le site actif, hein, et puis il y a le site régulateur. Alors lorsqu'on donne un médicament qui va se fixer sur le site actif, on va bloquer l'enzyme. Hein. Lorsqu'on donne un médicament qui va se fixer sur le site régulateur, donc on va stimuler l'enzyme, c'est ce qu'on appelle donc la stimulation par un inducteur enzymatique. Donc tout ça c'est des définitions. Hein. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et puis on arrive donc au plus important, hein, c'est l'interaction avec un récepteur. Donc le mode d'action le plus habituel, donc c'est lorsque le médicament se fixe sur si vous voulez, donc sur un site actif. Ce site actif, il est situé donc sur un récepteur, et ce récepteur, donc c'est une molécule, hein, c'est une molécule fonctionnelle, c'est une macromolécule qui correspond à une protéine. Donc ce sont des protéines membranaires ou bien des protéines intracellulaires. Donc on va le voir tout à l'heure quand on va voir les différents récepteurs. Donc soit elle est au niveau de la membrane cellulaire, soit elle est il est à l'intérieur de la cellule. Lorsque le médicament va se fixer sur ce récepteur, ou bien lorsqu'il va, le médicament, vous savez que, ça vous l'avez fait en pharmacologie, le médicament, il a ce qu'on appelle le principe actif, hein, et il a l'excipient. C'est le principe actif qui va se fixer sur le récepteur. Et lorsqu'il va se fixer sur le récepteur, il va provoquer, hein, ce qu'on appelle une cascade réactionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un processus biochimique à l'intérieur de la cellule qui sera à l'origine de l'effet thérapeutique. Vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Vous m'entendez? Donc ça c'est fait. Donc on doit comprendre la notion donc du récepteur. C'est quoi un récepteur? Le récepteur, donc, ou bien le récepteur pharmacologique, le récepteur, on vient d'en parler. Le récepteur, c'est une structure moléculaire fonctionnelle. Ça correspond à une protéine. Cette protéine, elle est située à l'intérieur de la cellule ou bien elle est située donc sur la membrane. Mais de toute manière, ces récepteurs, ils ont la même fonction. Ces récepteurs, leur rôle, donc, c'est de fixer. Hein, fixer, c'est de traiter et de transmettre. Hein. Donc, la molécule ou bien le médicament, il reçoit, il traite et transmet l'information. Ça veut dire que le médicament, il va se fixer sur le récepteur. Quand il va se fixer sur le récepteur, il va changer la conformation moléculaire ou bien la conformation protéique de ce récepteur. Quand il y a changement de conformation, c'est ce qu'on appelle le stimulus. Ça veut dire que ce récepteur, il est stimulé. Alors ce récepteur, il est stimulé, il va traiter l'information. L'information, c'est quoi? L'information, c'est un effet biologique. Il doit transmettre à l'intérieur de la cellule, hein, le signal pour qu'il y ait un effet biologique. Alors l'effet biologique, il peut être dans le sens de l'augmentation, comme il peut être dans le sens de la diminution. Hein. On parle d'effet antihypertenseur, mais on peut également parler donc d'effet hypertenseur, c'est-à-dire si on donne un traitement pour diminuer la tension, on peut donner également des médicaments pour augmenter la tension. Hein. Donc le principe du processus biochimique, il est le même. L'effet thérapeutique, il est différent. Mais dans toutes les conditions, donc il y a un stimulus, il y a soit une augmentation, soit une diminution. Alors une fois que ce récepteur a changé de conformation, il va y avoir des modifications à l'intérieur, on va les voir donc en avançant dans le cours, il va y avoir des processus biochimiques. Ces processus biochimiques, plusieurs processus biochimiques, plusieurs étapes, hein, si vous voulez, qui font intervenir les effecteurs, ce processus, on l'appelle le couplage. C'est ça ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, on l'appelle le couplage. Le résultat, donc, c'est l'effet pharmacodynamique. Alors, les médicaments qui stimulent le récepteur, hein, les médicaments qui stimulent les récepteurs, on les appelle les agonistes. Les médicaments qui bloquent et empêchent donc la molécule d'agir, hein, qui bloquent le récepteur, ce sont les antagonistes. Ça veut dire que les agonistes et les antagonistes, ils vont se fixer sur un récepteur. Ça peut être le même récepteur, comme ça peut être un récepteur différent.
Mais dans la première situation, les agonistes vont donner un effet pharmacodynamique et dans le cas de l'antagonisme, ils vont bloquer cet effet pharmacodynamique. Je ne vais pas trop vite, vous arrivez à prendre des notes. Alors comment donc va agir ce récepteur, comment va se comporter, comment il va y avoir un effet pharmacodynamique. On a dit que le médicament, il a un principe actif et un excipient. Le principe actif du médicament va se fixer sur ce qu'on appelle le récepteur. Chaque récepteur, il a son site actif. Comment donc on va reconnaître ce site actif? C'est la structure, c'est la configuration spatiale, c'est la configuration donc du site actif. Donc tout principe actif doit avoir la configuration spatiale à laquelle il va donc s'attacher sur le récepteur, le site actif. Donc si il n'y a pas donc la même configuration spatiale, donc ça ne marchera pas. Donc on va dire que le principe actif va se fixer sur le site actif comme une clé dans la serrure. Comme une clé dans la serrure. Il va donc, une fois fixé, il va entraîner donc cette stimulation. C'est pour ça donc il faut savoir que la liaison, elle est spécifique. Elle est spécifique. Vous l'avez donc sur la diapo. Donc la liaison, elle est spécifique. La liaison, elle est faible, elle est réversible. Elle est faible et réversible. Et la liaison, elle est saturable. Qu'est-ce que ça veut dire saturable? Ça veut dire que le médicament, plutôt que les sites actifs, sont en nombre limité. En nombre limité. Pour faire des études donc, de concentration, pour trouver la dose efficace, maximale, on donne des doses progressivement croissantes. Et donc, en donnant des doses progressivement croissantes, on va saturer donc les récepteurs. Une fois que tous les récepteurs sont occupés, donc il y a saturation, même si on donne plus, même si on augmente la concentration du médicament, même si on augmente la posologie, il ne va pas y avoir d'effet pharmacodynamique supplémentaire. Au contraire, on va entraîner donc une augmentation de la toxicité. L'augmentation de la toxicité. Donc, nombre de récepteurs limité. Et c'est de là donc que découlent les deux définitions, la notion d'affinité et la notion de sélectivité. La notion d'affinité, c'est quoi? C'est la capacité d'un médicament de se lier à son propre récepteur. Donc, chaque médicament a chaque principe actif d'un médicament a son site actif. Et la sélectivité, c'est quoi? Ça veut dire que le médicament, il peut se fixer sur plusieurs sites, mais il a donc une affinité élevée pour un récepteur. Si on prend par exemple les bêta-bloquants, donc ils peuvent se fixer sur les bêta-1 et sur les bêta-2. Mais on a par exemple les bêta-bloquants cardiosélectifs qui se fixent de manière préférentielle donc sur les récepteurs donc bêta-2. D'accord? Bêta-1 plutôt. Bêta-1. Voilà. D'accord? Donc le récepteur, il ne peut pas donc recevoir, il ne peut pas recevoir une information qui ne lui convient pas. Qui ne lui convient pas. Donc il y a différents types de récepteurs. Donc on en a parlé, on a dit que les récepteurs sont membranaires et intracellulaires. Alors comment se transmet l'information? On a dit donc que le médicament, il se fixe sur le récepteur. Quand il se fixe sur le récepteur, il va entraîner une modification de sa conformation donc, biochimique. Et il y a un signal qui va arriver jusqu'aux effecteurs pour obtenir la réponse. Tout ce qui se passe donc entre la fixation et l'effet donc pharmacodynamique, c'est ce qu'on appelle la transduction. Alors comment se fait cette transduction? Donc j'oublie toujours cette diapositive. Avant de parler comment se fait la transduction, on va parler d'abord de ce qui est la conformation et les ligands. Il y a deux types de récepteurs. Il y a les récepteurs dans leur forme activée et il y a les récepteurs dans leur forme inactivée. Et à l'état physiologique, il y a un équilibre entre les deux, entre les récepteurs activés et les récepteurs inactivés. Quand le médicament va se fixer sur
le récepteur activé, on va dire que c'est un agoniste. Quand il va se fixer sur le récepteur inactivé, on va dire que c'est un agoniste inverse. Ça veut dire que dans la première situation, donc, il va augmenter l'effet biologique. Dans la deuxième situation, il va diminuer l'effet biologique. Donc c'est toujours un peu difficile comme ça à retenir, mais je répète. Si on revient, on a dit que le stimulus, c'est soit un effet biologique dans le sens de l'augmentation, soit un effet biologique dans le sens de la diminution. Si on veut avoir un effet biologique dans le sens de l'augmentation, ça veut dire que le principe actif du médicament va se fixer sur le site actif activé. Si on veut obtenir une diminution, c'est sur le site actif inactivé. Et à l'état physiologique, donc, il y a un équilibre entre les deux. Sauf que si on veut bloquer carrément l'effet biologique, le médicament, l'antagoniste, il va se fixer sur les deux. Il va se fixer sur le récepteur activé et sur le récepteur donc inactivé. Donc comme ça, donc, il bloque l'effet. Je répète. Il y a toujours cette partie donc, Donc on a dit qu'il y a des récepteurs. Sur les récepteurs, il y a le site actif du médicament. Quand un médicament se fixe sur le site actif, il va changer de conformation et il va donner donc, il sera stimulé si vous voulez, il va aboutir, après un processus biochimique, il va aboutir à un effet pharmacodynamique, ce qui est l'effet thérapeutique. Alors par exemple, si on veut augmenter la tension, c'est un effet dans le sens donc d'augmenter donc l'effet thérapeutique. Si on veut diminuer la tension, donc c'est diminuer la tension, donc ça c'est également un effet thérapeutique. Alors lorsque le médicament dans le sens d'augmenter un effet pharmacodynamique, le médicament, son principe actif, il va se fixer sur les récepteurs activés. Et lorsque on veut donc diminuer l'effet pharmacodynamique ou bien on veut obtenir un effet thérapeutique dans le sens de la diminution, il va se fixer sur les récepteurs inactivés. Dans les deux situations, ce sont des médicaments agonistes parce qu'ils provoquent une stimulation. Stimulation dans le sens de l'augmentation ou bien stimulation dans le sens de la diminution. Donc dans les deux, c'est des agonistes. Le premier, on l'appelle agoniste parce qu'il augmente. Le deuxième, on l'appelle agoniste inverse parce qu'il diminue. Mais si on veut bloquer l'effet carrément, il faut bloquer les deux récepteurs. Bloquer les récepteurs activés et bloquer les récepteurs inactivés. Ça veut dire que l'antagoniste, quand on va donner un médicament antagoniste, il va se fixer sur les récepteurs activés et sur les récepteurs inactivés. Sur les deux types de récepteurs. J'arrive. Donc il va se fixer sur les deux types de récepteurs et par la suite donc, on va voir l'antagonisme et ses particularités. Oui. Inactivé. Enfin, il ne va pas se fixer, mais il va bloquer, si vous voulez. Il va bloquer les deux sites. Parce que parfois, en se fixant, parfois, on va le comprendre tout à l'heure quand on va faire l'antagonisme. Juste, il faut retenir que l'antagonisme, donc, c'est un blocage des récepteurs activés et des récepteurs inactivés, avec ou sans fixation sur les récepteurs. Oui, bien sûr. Pardon, je n'ai pas entendu. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Non. Non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez Vous avez dit augmenter? Non, elle a dit que c'est le même effet. Si on bloque, c'est la même chose que lorsqu'on donne un agonisme inverse. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas ce que vous... Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu difficile peut-être à comprendre, mais il faut comprendre ce que ça veut dire un effet pharmacodynamique. Un effet pharmacodynamique, c'est lorsqu'on a un résultat. Un résultat, ça veut dire que baisse de la tension, disparition de l'infection,
enfin des cellules cancéreuses donc qu'on va tuer, etc. Ça, c'est ça un effet pharmacodynamique. Hein. Maintenant, quand on donne un antagoniste, on ne va pas obtenir du tout ça. On ne va pas obtenir du tout un effet. Hein. Mais ce n'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Par exemple, on prend par exemple le cas des anticancéreux. Si on donne des anticancéreux, c'est pour tuer les cellules malignes. Hein. Par la suite, le médicament anticancéreux. Le médicament anticancéreux, il ne fait pas la différence entre les cellules malignes et les cellules de l'hôte. Hein. Il ne fait pas la différence. Donc, il va tuer les cellules malignes et il va également s'attaquer aux cellules de l'hôte. Et vous savez qu'après un traitement anticancéreux, il y a donc une insuffisance médulaire, il y a donc une aplasie médulaire. Alors, ici, donc, on va donner, ça c'est l'effet qu'on a, l'effet pharmacodynamique, donc, dans le sens de la diminution ou bien dans le sens de la destruction, c'est la diminution. Maintenant, si on veut, par exemple, récupérer les cellules de l'hôte, les cellules normales de l'hôte, il y a des médicaments pour ça. Il y a des médicaments pour ça. On donne des granulocytes, le Neupogène par exemple, qui va stimuler la moelle, qui va produire les cellules donc précurseurs ou bien précurseuses des globules blancs, des plaquettes et des globules rouges. D'accord. Donc dans le premier, donc c'est un agoniste et dans le deuxième, donc c'est un agoniste inverse. Ou bien dans le premier, donc c'est un agoniste inverse. Dans le deuxième, c'est un agoniste donc agoniste. D'accord. Donc ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un blocage, parce que le blocage, il est différent. Quand il y a un blocage, ça veut dire qu'il n'y a pas de stimulation. Il n'y a pas de processus biochimique. C'est ça le blocage. Par contre, lorsque on donne un agoniste ou bien un agoniste inverse, c'est dans les deux situations, il y a des réactions biochimiques et un effet donc thérapeutique. Oui. Je n'ai pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu. Alors, vos camarades qui sont derrière, je crois qu'ils n'ont rien entendu. Donc, il y a des récepteurs, oui. Inactivés, oui. Non, non, ce sont deux récepteurs différents. Ce sont deux récepteurs différents. Sur la même cellule, donc vous allez trouver les récepteurs activés, vous allez trouver les récepteurs inactivés. Oui. Oui, c'est ça le principe. C'est ça le principe. Si vous voulez. Voilà, c'est ça justement, c'est ça le principe. Si on a un médicament avec une visite de 2 heures, et on a besoin juste un effet de 6 heures, on bloque après 6 heures son effet. Je n'ai pas compris. On a un médicament avec Qui a une demi-vie de 2 heures. Et vous voulez obtenir quoi? un effet de 6 heures surtout sur le corps. Ça c'est une expérience de laboratoire, je crois. Parce que si on veut avoir un effet thérapeutique, pourquoi on veut avoir un effet thérapeutique de 6 heures? Comment on bloque Benjo, chouïa, par exemple. Benjo, c'est ça? Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas très bien compris la question, mais je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous répondre pour Je l'instant. n'ai pas compris l'indication de bloquer un effet de médicament. Non. Ah, on va bloquer qui m'agaite que le récepteur. On ne va pas bloquer le médicament. On va bloquer le récepteur. Mais on ne va pas bloquer le médicament. Voilà. ولا سمعتك oui. Attendez que je trouve un exemple simple pour vous expliquer le empêcher et bloquer. Non, non, c'est pas ça. Parce que vous allez au contraire, vous allez provoquer un effet biologique
hein, qui sera un effet biologique enzymatique dans le cas donc, des récepteurs. Donc c'est un effet biologique enzymatique qui sera à l'origine d'un effet pharmacodynamique qui est diminuer les vomissements. D'accord? Donc blocage, donc je dois trouver un exemple pour vous expliquer ce que ça veut dire blocage. Ben, je ne trouve pas. Ben, enfin, au fur et à mesure, je vais peut-être le trouver. Hein. Je vais trouver un médicament qui va vous expliquer ce que ça veut dire donc bloquer un antagoniste quand on va faire les antagonistes. Pardon? Par exemple, oui, voilà, les antidotes. Voilà. Si on prend par exemple les antidotes, voilà, si on prend la sulfate de protamine, hein, si on prend la sulfate de protamine, donc elle va bloquer les récepteurs des anti-3. Voilà. Donc c'est le meilleur exemple qui m'a gâté, c'est les antidotes. De l'antithrombine 3. Donc c'est bloquer l'antithrombine 3. La sulfate de protamine, donc c'est bloquer les récepteurs de l'antithrombine 3. Donc on revient à notre récepteur et à notre transmission de l'information. Donc en se fixant sur le récepteur, on a dit qu'il va y avoir donc une transmission du signal. Cette transmission donc du signal se fera à l'aide donc de molécules qui sont à l'intérieur de la cellule, qui sont d'origine donc soit d'origine ionique, soit d'origine enzymatique, hein, et qui vont aboutir, bien sûr à l'aide des seconds messagers, ils vont aboutir à la réponse. Donc on a compris l'agoniste, l'antagoniste, l'agoniste inverse. Alors comment se fait donc cette fixation et cette transmission de l'information? On a dit qu'il y a des récepteurs membranaires et des récepteurs nucléaires. Hein. Dans les récepteurs membranaires, le plus important, donc, c'est les récepteurs qui sont couplés à la protéine G. Donc ce sont des récepteurs qui sont situés au niveau de la membrane. Hein. C'est une protéine avec donc 7 hélices transmembranaires qui, donc lorsque un médicament va s'insérer à l'intérieur de ces hélices, il va provoquer des modifications de la protéine G. Cette modification de la protéine G va transmettre une information vers les effecteurs, qui sont soit les canaux, soit les enzymes, qui vont faire intervenir des seconds messagers, donc le calcium, l'AMP cyclique, etc., et qui vont entraîner donc la transduction, hein, ou bien la transmission de l'information vers le noyau, et par la suite, donc, s'il y a l'effet, hein, on va obtenir l'effet pharmacodynamique. Il y a le deuxième donc, type de récepteur, donc c'est le récepteur couplé à une protéine kinase, qui ne fait qu'intervenir donc l'enzyme, c'est le cas de l'insuline par exemple, qui quand elle va se fixer donc dans le récepteur, donc elle va entraîner des modifications, une phosphorylation donc de la tyrosine kinase qui ne fait intervenir que les seconds messagers. Et puis donc ça c'est des notions générales. Hein. Et puis il y a aussi les récepteurs incluant un canal ionique, donc c'est par modification donc des mouvements ioniques. Et le intracellulaire, donc c'est le récepteur nucléaire, donc le médicament il traverse directement la cellule, il va se fixer sur un effecteur à l'intérieur de la cellule et il va pénétrer donc à l'intérieur de la cellule, donc où il va donc intervenir sur les réactions donc de transcription. Donc ça c'est général. Donc on arrive au plus important. Donc tout ça c'est des définitions, c'est tout. Hein. Donc on arrive au plus important. Donc finalement, pour étudier l'efficacité et la puissance d'un médicament, on ne peut le faire qu'en étudiant donc la courbe dose-effet. Et cette courbe dose-effet, donc on a dit dès le départ, hein, elle fait intervenir la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Elle fait intervenir la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Alors, quelle est la relation entre les deux?
Donc, dans la pharmacocinétique, c'est la relation entre la dose et la concentration. Donc, on donne une dose et on va faire le suivi du médicament. Hein. Et la pharmacodynamie, c'est la relation entre la concentration et l'effet. Ça veut dire que si on donne en pharmacocinétique une dose et qu'on n'a pas donc un effet, on va encore augmenter pour augmenter la concentration jusqu'à obtenir donc l'effet. Donc c'est ça. Alors en laboratoire, donc pour déterminer la concentration efficace, hein, pour déterminer les effets secondaires, etc., ils se font sur des calculs, sur la base de calculs. Vous êtes tous, normalement, donc vous êtes tous des scientifiques, donc vous connaissez les réactions de laboratoire, vous avez fait des TP de chimie, vous avez fait des TP donc de physique, etc. Donc ça se passe comme ça avec nos collègues pharmacologues. Donc ça repose essentiellement sur la loi d'action de masse, c'est-à-dire que le médicament, on le met en présence du récepteur, il va se fixer sur le récepteur. On a dit donc il va se fixer sur le récepteur donc comme une clé dans la serrure, et c'est la forme liée, hein, qui a donc cet effet pharmacologique. Donc ça, on l'a vu, fixation sur le récepteur provoque un processus biochimique. Alors cette forme liée, on a dit qu'elle est faible, hein, et qu'elle peut être réversible, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, hein, il y a toujours un équilibre entre la forme liée et la forme qui n'est pas donc fixée, qui n'est pas liée. Donc tout ça, donc nos collègues donc pharmacologues, ils vont les porter sur des courbes. Hein. On donne par exemple 0,1 mg et on voit donc s'il y a un effet et on coche. Hein. Donc et on coche, c'est le même principe. Hein. Donc, maintenant ça se passe sur des ordinateurs, ce n'est plus comme avant, mais c'est le même principe. Alors pourquoi donc c'est pour étudier l'effet thérapeutique d'une part, hein, et pour étudier également l'effet secondaire. Ça veut dire qu'en même temps, on va cocher la concentration pour laquelle il y a un effet thérapeutique, mais également dès qu'il y a un effet secondaire, on va le cocher pour voir à quelle concentration il y a apparition d'effets secondaires. Donc ça, on va comprendre tout à l'heure, donc en avançant, donc on va comprendre. Donc cette courbe dose-effet, elle ne prévoit pas seulement d'étudier les doses croissantes et leur effet thérapeutique. Elle prévoit également d'étudier la relation entre la posologie et les effets secondaires. Donc ici, par exemple, vous voyez que normalement il n'y a pas un effet égal à 0. Hein. C'est pas comme la représentation graphique, donc je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il n'y a pas un effet 0 normalement. Dès qu'il y a une petite concentration de médicaments, il y a certainement un effet qui va augmenter, donc, et on va avoir ici, dès qu'il y a donc inflexion de la courbe, hein, dès qu'il y a inflexion de la courbe, déjà donc il y a, on approche, si vous voulez, donc de l'effet à 100%. L'effet à 100% donc correspond à l'effet maximal. Ça veut dire qu'à partir de cette concentration, même si on augmente, il n'y a pas d'effet. Nous sommes arrivés à 100%. Donc c'est mieux représenté donc, sur une courbe semi-logarithmique. Hein. Vous voyez ici donc que la courbe semi-logarithmique, donc c'est en forme de S. Hein. Vous voyez que à partir de 50% de la concentration, la courbe commence donc à s'infléchir. C'est en arrivant à 100%, donc on a l'effet maximal. Toute augmentation ne va donner aucun effet, donc il va y avoir, si vous voulez, donc un plateau. Il va y avoir un plateau. Grâce à cette courbe également, on va permettre de déterminer ce qu'on appelle la CE50 ou bien la DE50. La CE50, c'est quoi? C'est la concentration, c'est-à-dire au milieu de l'effet, au milieu donc la 50% de l'effet plutôt. Donc c'est la concentration de médicaments qui correspond à 50% de l'effet. C'est ça la CE50. Hein. Et puis il y a la dose seuil, c'est à partir donc de laquelle commence donc la courbe à s'infléchir. Donc pourquoi donc on fait tous ces calculs, si vous voulez? Pourquoi on fait tous ces calculs? Donc c'est pour justement
déterminer l'efficacité d'un médicament et sa puissance. Donc, l'effet maximal correspond à l'efficacité du médicament. Donc, l'effet maximal, l'effet 100%, correspond à l'efficacité du médicament. Alors que, pourquoi la DE50 et pourquoi la CE50? C'est pour tester la sensibilité de l'organe au médicament. La sensibilité de l'organe au médicament. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à la puissance du médicament. Donc, c'est la concentration à partir de laquelle l'organe devient sensible. Donc, c'est la concentration à partir de laquelle l'organe devient sensible. Ça veut dire que pour prescrire un médicament, on doit prescrire quoi? On doit prescrire le médicament le plus efficace et on doit prescrire le médicament le plus puissant. Le plus puissant. Donc sur cette courbe, quel est le médicament le plus efficace et le plus puissant? Ah, pourquoi? Oui, oui. Oui, c'est à peu près ça l'idée, mais vous... Enfin... Non, bon, c'est le A. C'est le A, pourquoi? Parce qu'on va comparer les trois médicaments. Si vous voyez l'effet maximal, ils sont superposables sur l'effet maximal. Ils ont la même efficacité. Hein? C'est la puissance. Très bien. Donc c'est la puissance. C'est la puissance, et comment vous avez donc déduit que c'est le A? Oui. C'est la plus faible concentration. Donc le médicament A, donc il est puissant avec la plus faible concentration. C'est-à-dire qu'il a la DE50 avec une plus faible concentration. Quand vous faites ça, vous voyez que le médicament A est ici. Par contre, si vous faites le médicament B, vous voyez qu'il est ici. Et quand vous faites le médicament C, vous voyez qu'il est encore plus loin. Il est encore plus loin. Hein? Donc, on prend, pour prendre le médicament le plus adapté, si vous voulez. Donc, on doit prendre le médicament le plus efficace. Et quand nous avons des médicaments qui sont à égalité d'efficacité, on prend le médicament le plus puissant. Donc, en s'appuyant sur la DE50 ou bien la CE50. Donc, la puissance des médicaments, c'est le médicament donc, qui a la plus faible, CE50. Hein? C'est pour de faibles concentrations, nous avons donc 50% de l'effet. Et donc, on avait dit déjà donc, que l'étude de la courbe dose-effet, ce n'est pas seulement pour l'effet thérapeutique, mais c'est également pour les effets secondaires et la toxicité. Ça veut dire que, en fonction de la L50, ou bien la DL50, on va déterminer les effets secondaires. La DL50, c'est quoi? C'est la plus faible concentration qui va provoquer 50% de létalité des animaux. La DL50. C'est la concentration à partir de laquelle il y a 50% de létalité des animaux. C'est la concentration qui entraîne donc 50% de morts chez les animaux de laboratoire. Parce qu'on fait des tests sur des animaux, on ne fait pas les tests sur des humains. D'accord? Donc, à partir de cette DL50, donc, on va déterminer la toxicité du médicament. Alors, plus cette DL50 est proche de la CE50, plus donc le médicament il est toxique. Quand on a une concentration, qui va provoquer une CE50, et une concentration qui est proche, qui va donner une DL50 proche. Ça veut dire que la marge thérapeutique elle est étroite. Ça veut dire que le risque de toxicité il est important. Donc plus cette marge thérapeutique, c'est ça la marge thérapeutique. On détermine la marge thérapeutique en traçant les courbes d'effets thérapeutiques et d'effets indésirables. Et plus donc cette zone-là
plus elle est étroite, plus le risque de toxicité il est élevé. Et lorsqu'il y a un risque de toxicité élevé, ça veut dire qu'on doit faire très attention. On doit surveiller les malades encore de plus près. On doit faire des tests de laboratoire. Hein. Par exemple, si on prend le cas des digitaliques. Les digitaliques, ce sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite. Hein. On peut augmenter la posologie de quelques microgrammes, hein, et on peut avoir des effets secondaires qui peuvent être fatals. Hein. Les digitaliques, ce sont des médicaments très dangereux. Hein, et ce sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique très 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 étroite. Si on prend par exemple le cas, et on vous en a parlé certainement quand vous avez fait le module de pneumo, si vous prenez par exemple le cas de la théophiline. La théophiline, donc, c'était un médicament qui était le médicament de première ligne pour le traitement de l'asthme. Maintenant, il est en dernier recours dans les formes donc vraiment réfractaires après la corticothérapie, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite. Avant, bon, quand moi j'avais votre âge à peu près, donc quand j'ai commencé à exercer, donc on donnait de la théophiline. Mais on faisait très attention à la demi-vie du médicament. Et donc on faisait très attention donc, pour le rythme d'administration. Si on donnait donc à 8 heures et qu'on doit donner à 20 heures, hein, on n'a pas le droit de donner à 19 heures. Hein, on n'a pas le droit de donner à 19 heures, on n'a pas le droit de donner à 17 heures parce qu'il y a le risque de toxicité et le risque de trouble du rythme cardiaque. Dans certaines situations, pour éviter donc, cette toxicité, on a recours même au dosage des médicaments, dosage de la concentration des médicaments. Par exemple, la digoxine, pour le suivi thérapeutique, on fait carrément donc la digoxinémie. On dose la concentration et on n'a pas le droit, hein, de dépasser donc un certain seuil. Ça, on le verra quand on fera l'atelier. On a parlé d'agonisme, d'antagonisme, mais l'antagonisme, on a dit qu'il bloque. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire bloquer. Par contre, l'agonisme, on parle d'agonisme entier, on parle d'agonisme partiel. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activité intrinsèque du médicament, donc, elle est basse par rapport donc, à un autre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle d'un agonisme entier lorsqu'il donne 100% de l'effet. Par contre, on parle d'agoniste partiel lorsqu'il donne donc, un effet qui est moindre par rapport à l'agoniste entier. Donc, ça veut dire que l'effet de l'agoniste partiel, il est inférieur à celui donc, de l'effet de l'agoniste plutôt entier. Donc, vous voyez que dans le choix thérapeutique, donc, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent pour choisir un médicament. Et l'antagonisme, donc on vient à l'antagonisme, donc ça veut dire qu'on va bloquer. Et on revient toujours à la question de votre camarade, bloquer, pourquoi c'est différent donc de inverse. Hein. Je vais vous répondre tout de suite. On a dit que l'antagonisme, c'est bloquer l'effet. Hein. Alors l'antagonisme, pour le médicament antagoniste, comment il va agir? Il va agir soit par compétition, soit par effet non compétitif. Par compétition, c'est-à-dire qu'il y a certains médicaments, hein, qui sont antagonistes, ils vont se fixer sur le même récepteur, hein, c'est ce qu'on a vu, donc ils vont se fixer sur le même récepteur, que ce soit un récepteur activé ou bien récepteur inactivé, mais ils vont se fixer sur les mêmes récepteurs des médicaments. Hein. Ça veut dire qu'ils vont rentrer, si vous voulez, en compétition avec le médicament. Ils ont la même configuration spatiale. Parfois, l'agoniste et l'antagoniste, ils ont la même configuration spatiale. Donc, ils vont se fixer, l'antagoniste, il se fixe à la place de l'agoniste. Et si vous vous rappelez, on a dit qu'il y a un nombre de récepteurs. Il y a un nombre de récepteurs, et quand on augmente la concentration, on augmente l'occupation des récepteurs jusqu'à la saturation. Ça veut dire que si on donne un antagoniste compétitif, si on augmente la concentration de l'agoniste, on va supprimer l'effet de l'antagoniste.
l'agoniste. Ça veut dire la concentration, si la concentration de l'agoniste est plus importante que la concentration de l'antagoniste, le médicament agoniste, il va occuper les récepteurs. Et donc ça veut dire que pour des concentrations croissantes, on va déplacer l'effet de l'antagoniste. Vous avez compris? Par contre, si on donne un antagoniste qui agit de manière non compétitive, c'est différent. L'antagoniste non compétitif, il a donc il a un principe actif plutôt dont la configuration spatiale correspond à un autre site. Ça veut dire que le médicament agoniste, il va se fixer sur un récepteur qui a une configuration spatiale X, et l'antagoniste, il a une autre configuration. Ça veut dire que même si on augmente la concentration de l'agoniste, il ne va pas y avoir donc de déplacement, il va y avoir un blocage. Ça veut dire que lorsque l'antagoniste se fixe comme ça, par exemple sur ce site, il va bloquer donc cette liaison. Ça veut dire que ce n'est pas dans la première situation. Donc c'est un site, plutôt c'est un principe actif qui va bloquer un site actif. Dans la deuxième situation, donc c'est une liaison. C'est une liaison qui va bloquer une liaison. Voilà. C'est une liaison donc de l'antagoniste à son récepteur. C'est cette liaison donc qui va être à l'origine du blocage de la liaison, parce que si vous donnez le médicament, donc il va se fixer, mais l'antagoniste, il va bloquer donc il va pas bloquer la fixation. Il va pas bloquer la fixation. Il va bloquer le processus biochimique qui sera provoqué par la liaison. Donc c'est pour ça, donc en pratique, on dit toujours, et surtout donc, quand on fait des associations, et ça on va le voir quand on va faire les antibiotiques, on dit quand on donne des médicaments, il faut, et ça vous allez le faire quand vous allez faire les interactions médicamenteuses, on dit toujours qu'il faut faire très attention aux médicaments antagonistes. Il faut, par exemple, si on donne des antibiotiques, il faut donner des antibiotiques à action synergique. Ça veut dire que la liaison d'un premier antibiotique augmente l'effet de la liaison d'un deuxième antibiotique. C'est ça l'action synergique. Par contre, dans l'antagonisme, la liaison d'un premier antibiotique va bloquer la liaison, donc l'effet de la liaison de deuxième antibiotique. Donc c'est ça l'antagonisme. Donc qui m'a demandé donc un exemple de blocage et de... C'est vous. Donc le meilleur exemple justement c'est les antibiotiques. Le meilleur exemple c'est les antibiotiques. Alors quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'effet pharmacologique? Il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Il y a la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire la tolérance? C'est la diminution de l'effet pharmacologique lors d'une administration répétée. Ça veut dire que si on stimule, donc on donne le principe actif d'un médicament, on va stimuler son site actif. Alors si on donne le médicament de manière répétée, on va stimuler donc de manière répétée le site actif, et donc ça va aboutir à une diminution du nombre de récepteurs. Ça va aboutir à une diminution. Ça c'est, l'exemple c'est les vaccins. Pourquoi on fait des vaccins? Donc c'est pour la désensibilisation. On fait des vaccins pour la désensibilisation. Parce que la tolérance, les mécanismes c'est quoi? C'est soit la désensibilisation, et donc c'est la diminution du nombre donc, de récepteurs, soit le découplage. Le découplage, c'est ce qu'on a vu donc pour l'antagonisme par exemple, ou bien pour le découplage, donc c'est ça c'est pas de bloquer, non, c'est de supprimer le processus, donc c'est de supprimer le processus entre la fixation et les effecteurs. On a dit que, si on revient en arrière, on a dit que le médicament se fixe sur le récepteur, il change donc de conformation protéique,
ce signal sera transmis à l'intérieur de la cellule vers des effecteurs. Ces effecteurs, c'est soit une enzyme, soit un canal ionique. Donc, le découplage, c'est entre la fixation et les effecteurs. Voilà. Il y a aussi la dépendance. Donc, c'est quoi la dépendance? C'est l'usage répété d'un médicament ou bien d'un produit non médicamenteux pour obtenir donc les effets chimiques donc, de ces médicaments. Le cas, par exemple, de la drogue, donc c'est de la toxicomanie. Donc, c'est ça la dépendance. Il n'y a pas que la drogue et la toxicomanie. La corticothérapie, c'est également donc de la dépendance. Pardon? La caféine. Oui, la caféine, mais c'est pas aussi... c'est pas de la dépendance, vraiment. La nicotine, peut-être. Le tabac, peut-être, mais la caféine, c'est pas... Bon, enfin, c'est des degrés de sévérité. Mais la dépendance, c'est quelque chose de plus... de plus important, de plus grave. De plus grave parce que elle a des conséquences. Elle a des conséquences physiques, elle a des conséquences psychiques. Il y a la dépendance physique, donc c'est le sevrage. Quand on fait un sevrage, quand on parle de toxicomanie, quand on fait un sevrage, il y a tout ce qui s'ensuit. Il y a les céphalées, il y a la sensation de froid, etc. Si on prend la corticothérapie, par exemple, s'il y a une corticodépendance, il y a la dépendance physique, il y a la reprise des symptômes, il y a si on donne pour une thrombopénie, c'est la réapparition de la thrombopénie, etc., etc. Si la dépendance psychique, c'est l'effet compulsif donc qu'on peut obtenir, plutôt qu'on peut voir lorsque il y a un patient, par exemple, le toxicomane, chez qui on arrête le produit qu'il consomme, il peut avoir des effets compulsifs, agressifs, agitation, etc., etc. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la pharmacogénétique. C'est quoi donc le polymorphisme génique, ou bien le polymorphisme génétique? Donc, c'est une variabilité interindividuelle. Donc, vous avez certainement donc, vu dans votre cursus, on vous dit qu'il y a des patients qui répondent, il y a des patients qui ne répondent pas. Donc ça, c'est justement donc, la variabilité génétique. Il y a des patients qui on donne des médicaments, nous avons des effets thérapeutiques identiques chez deux patients, l'un il fait des effets secondaires, l'autre il ne fait pas d'effets secondaires. Donc ça, c'est également la variabilité génétique ou bien le polymorphisme génétique. Donc chacun se comporte de manière différente, que ce soit dans la réponse ou bien dans les effets secondaires. Et puis il y a aussi donc d'autres facteurs. Ça, il y a des cours donc, que vous allez faire qui vont intervenir dans la modification de l'efficacité et de la puissance donc, des médicaments. Il y a l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, il y a la grossesse, l'âge, l'obésité, etc. Donc c'est des pathologies intercurrentes. Vous allez voir toutes les modifications donc, quand vous allez faire les cours séparément. Et donc, la pharmacodynamie ou bien l'étude de la courbe dose-effet, donc c'est un moyen d'identifier l'effet thérapeutique, de dépister, donc de trouver les effets secondaires. C'est un moyen également donc d'identifier la notion de marche thérapeutique et puis aussi donc de trouver les interactions médicamenteuses qui peuvent être liées à certains terrains. Voilà donc. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions? Vous êtes sûr? C'est clair? D'accord.